Salut à toi, ici Yann Darwin, bienvenue sur cette chaîne, t'es sur la chaîne des finances et de l'investissement, mais pas chiant. Aujourd'hui, on est là comme d'habitude pour vulgariser, faire le point, analyser ce qui se passe et les mouvements sur les différents marchés qui nous intéressent pour l'investissement. Aujourd'hui, c'est le point crypto. On parle bien sûr de crypto, c'est le bull run, hein, on en parle beaucoup, même si j'essaye de contracter les points crypto quand il se passe des choses et qu'il y a des choses à dire. Ça tombe bien parce qu'il s'est passé des choses. On va aller tout de suite sur mon écran. C'est parti. Aujourd'hui, là, sur les jours qui viennent de se passer, qu'est-ce qui se passe? Bam, patatras, cette correction d'un peu plus de 10% sur le Bitcoin et un petit peu plus sur les alts, notamment si on va voir le total 3, qu'est-ce qu'on a vu comme mouvement? Tac, on a vu, si je prends vraiment les plus hauts, jusqu'au maximum drawdown, on a vu quasiment 18% de baisse. La question, c'est que se passe-t-il? Est-ce que on arrivera un jour à casser cette fameuse borne psychologique des 100 000? Parce que regarde, on est venu taper finalement, on est venu louvoyer, donc ok, on a eu cette montée post-élection trumpienne, et ensuite, on est venu plusieurs fois, clac, échoué, 98, 98, 98, on a enfin cassé une première fois ici pour tout de suite réintégrer très rapidement. On s'y attendait un petit peu avec beaucoup de take profit au-dessus des 100 et puis on est revenu, tac, recassé une deuxième fois, hop, échec, louvoyer, 99, 99, paf, recassé et cette fameuse correction ici qui est en cours actuellement. Et donc là, on se dit, ok, est-ce que c'est pas la fin du bull run comme d'habitude, hein, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, dans quelle étagère? Alors, ce qui m'intéresse, et c'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est te donner un petit peu mes objectifs. C'est-à-dire que, comme tu l'as vu sur la dernière vidéo où je t'ai partagé des stratégies de sortie, je te la remets là, je te la remets dans les commentaires, notes de l'épisode, etc. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, prends-la, ouvre-la dans un autre onglet, ok? Soit tu mets en pause celle-là, soit tu vas la voir, soit tu vas la voir après. En fin de vidéo, j'ai mes stratégies de sortie. Il faut savoir prendre des profits, ok? Tu as des stratégies claires, nettes, précises, simples, pour apprendre à prendre des profits, pour apprendre à mettre en place tes objectifs. Ce que je vais faire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est te donner mes objectifs là pour 2025, pour le bull run. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on va plus loin? Où est-ce qu'on va si on va plus loin? Et quelles sont mes stratégies autour de tout ça? Ça va être la première partie de la vidéo. Deuxième partie de la vidéo, finalement, je vais te montrer les indicateurs, les principaux. Et j'ai fait, tu vas voir, un échantillon représentatif, même peut-être même trop gros, de tous les indicateurs les plus utilisés, les plus surveillés pour voir est-ce qu'on est en surchauffe tout simplement, et donc ça commencera à nous indiquer que peut-être on arrive sur la fin. Et en fin de vidéo sur le point avancé, je te partagerai l'état de mon portefeuille actuel, l'état du portefeuille en retard également, et comment est-ce que je fais pour faire mes mouvements finalement intracycles pour décider ok, je dois couper cette ligne pour renforcer une autre, etc. C'est le programme du jour, c'est parti. Alors, on va retourner sur la chart pour commencer et on va la dézoomer parce que là, on était un petit peu zoomé sur les derniers mouvements, et quand on la dézoome, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà que ce fameux mouvement là de correction qui vient de se passer, c'est que dalle. Tiens, on va retourner sur celle où on avait mis toutes nos petites annotations ensemble sur les dernières vidéos et sur les derniers mois, avec, je te le rappelle, l'entrée ici en bas, première vidéo sur le bull run en tout cas, qui annonçait officiellement que je pense qu'on était en bull run et que c'était vraiment le moment pour les retardataires de rentrer si tu n'avais pas commencé à recharger. Le TF, le sell de news, tu as tout suivi, on avait cassé la TH, il y avait eu l'halving, il y avait eu le TF-ETH, il y avait eu une deuxième période d'accumulation ici en grisé, et ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait? On était sur une deuxième cassure possible, où je te disais, voilà, il y a une deuxième stratégie là, je sais pas si tu te rappelles. Pareil, tu peux checker la chaîne. Il y a une deuxième stratégie pour les retardataires ou les gens qui veulent renforcer. D'ailleurs, ça a été mon cas. J'ai renforcé sur cette cassure ici qui était vraiment très propre. Et ensuite, explosion post-élection Trump. Et là, finalement, on est là. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette phase, cette jambe haussière, où on fait tout simplement des figures de retracement, même pas de retracement, j'ai envie de te dire, mais de latéralisation. On fait tout simplement des flags, des canaux haussiers, parce qu'un marché ne peut pas rester vertical tout le temps. Et c'est d'ailleurs très sain qu'il ne fasse pas que des périodes de verticalisation et on vient empiler des vertes sur des vertes sur des vertes. Moi, ça me fait peur. C'est plutôt un signe de fin de cycle. J'aime bien qu'on empile en effet une ou deux vertes et puis ensuite qu'on vienne latéraliser plusieurs jours, mois, semaines éventuellement. Okay, donc quand on dézoome, on voit déjà que ce graphe fait beaucoup moins peur que tout ce qu'on a pu voir, notamment pour certaines personnes qui auraient pu paniquer sur ce retracement, et notamment les gens qui sont rentrés un petit peu en FOMO ici un petit peu tard. C'est sûr que si tu es rentré là ou là, ça fait vachement moins peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement des liquidations. Comme d'habitude, je ne vais pas rappeler le principe. Si tu es extrêmement débutant, peut-être que tu ne sais pas ce que c'est. C'est tout simplement les gens qui prennent du levier, les gens qui tradent.
et qui au bout d'un moment se font sauter leur position ou leur compte parce qu'ils ont pris tellement de levier que le broker dit stop, là tu vas pas me devoir de l'argent, donc je coupe la position parce qu'elle arrive à zéro. Hein. Globalement, tu as perdu la mise initiale que tu as mis sur cette position. Quand on voit les grandes barres ici verticales, vertes ou rouges, bah, c'est des liquidations dans le sens long ou dans le sens short. Okay, ce qui s'est passé là, ces derniers jours, et c'est pour ça qu'on a vu cette correction, c'est une vague de liquidation qui est somme toute un excès complètement classique. Dans une phase de bulle spéculative comme sont les cryptos, ok, les cryptos ne sont pas un écosystème sain, entre guillemets, aujourd'hui en termes de flux financiers. On est sur des bulles spéculatives qui s'enchaînent par cycle. Ok, peut-être que dans le futur, ça ne sera plus le cas et on sera sur un marché qui sera plus installés, comme les marchés actions, où tu connais les marchés actions, bah, on a des cycles haussiers, parfois des crashs et des cycles haussiers, mais sur le long terme, sur plusieurs dizaines, voire même centaines d'années maintenant, on a un mouvement qui est haussier. Et en fait, les cryptos, bah, c'est ça quoi. C'est tout l'historique qu'on connaît sur le marché d'actions, mais que le début. Donc on est encore sur des mouvements qui sont très chaotiques, très volatiles, et tout simplement des bulles spéculatives. Voilà. Et c'est pas mauvais de le dire, ni mal, ni contre la philosophie des crypto-maximalistes. Il faut tout simplement savoir où on en est dans une classe d'actifs. Elle est très nouvelle et c'est très bien d'ailleurs pour nous spéculateurs investisseurs parce que ça nous permet d'extraire de la performance à condition de savoir investir et prendre des profits. Et ce qui se passe ici, c'est que comme toute bulle et comme actif bullesque, on voit des liquidations. Et plus on va voir des liquidations, plus ça va nous indiquer potentiellement une fin de cycle, ou en tout cas un avancement dans le cycle, puisque une bulle spéculative par définition est de plus en plus spéculative et je veux dire, complètement décorrélée des fondamentaux, ok, et donc elle vient entraîner beaucoup de sentiments, parfois bons, parfois mauvais, de gens qui, voilà, to the moon, FOMO, hein, le fameux FOMO, ce qui fait qu'on vient empiler des positions, on vient augmenter son risque au fur et à mesure du temps. Et quand on vient tendre l'élastique et augmenter le risque, au bout d'un moment, il pète. Et ce qu'on voit en fin de bull run, c'est souvent qu'il y a des liquidations en cascade de façon fréquente. Et quand je vois aujourd'hui ce qui s'est passé dernièrement, eh bien oui, c'est une première, on va dire, grosse liquidation depuis longtemps. Depuis le dernier faux départ du cycle en septembre. Mais quand on regarde finalement sur un temps long, on se rend compte que on n'est pas sur des liquidations en cascade qui arrivent tout le temps, etc. C'est quand même un événement qui est encore très localisé. Et depuis, d'ailleurs, on est reparti sur des bases très saines. C'est-à-dire que, ok, on a corrigé, mais voilà, on est en train de latéraliser. On n'a pas cassé ce qu'on n'aurait pas voulu voir. On est resté tout simplement sur des éléments et des niveaux clés qui font que je trace à l'arrache, hein, mais on s'en tape, qui font que tout le monde surveille ces moments-là. On n'a pas réintégré des 90, des 85, des 84, des 69. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Par contre, ce qu'on peut surveiller, c'est finalement où se trouvent les prochaines. Okay, et on voit que maintenant, la peur, j'ai envie de dire, a changé de camp. C'est-à-dire que les plus grosses liquidations se trouvent un petit peu au-dessus de 100 000 ou un petit peu juste en dessous de 100 000. On les voit ici d'une autre façon. C'est-à-dire que là, plus ça va être brillant, là, plus ça va tirer vers le jaune, et ça va être flashy, et plus on va avoir des stops. Okay, donc ils peuvent être en dessous, ils peuvent être au-dessus pour les shorts et en dessous pour les longues. On voit que la prochaine grosse étape se situe juste avant 100 000. Pourquoi ? Parce que tous les traders, comme d'habitude, qui cherchent à profiter de mouvements à court terme, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que, comme nous, comme on vient de le voir, il y a un niveau qui est très prégnant à 100 000 et ils voient que souvent, les cours viennent buter, hop, fausse sortie, tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On vient mettre des stops juste là pour tout simplement parier sur le fait que encore ça ne va pas passer, on va repartir vers le bas et on extrait cette performance-là. C'est exactement pour ça qu'on voit qu'il y a énormément de stops ici quand on regarde sur un temps relativement court, donc 98, 99, 100. Et si on dézoome un petit peu les choses, on se rend compte qu'on va avoir aussi beaucoup de stops juste au-dessus de 100 000, puisque le pendant un peu de cette stratégie, c'est de dire, ok, peut-être que mettre le stop juste là, en dessous, c'est un peu risqué. Moi, je vais me mettre un petit peu au-dessus, et donc, suivant mon appétence au risque, je vais mettre un petit peu plus d'écart potentiel. Et les gens viennent empiler des stops un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus. Et donc, c'est exactement ce qu'on voit ici. On voit qu'on a une vraie zone de stop, on va dire entre 101 et 104. Donc ça, c'est les prochaines grosses étapes de liquidation. Et là, pourquoi elle m'intéresse et pourquoi je t'en parle ? Parce que potentiellement, si on vient les toucher, on va liquider des gens, forcément, on va liquider des positions. Il y a moins d'argent, il y a moins de levier que ce qu'il y avait il y a quelques jours, mais il y en a quand même pas mal. Et on peut avoir ce qu'on appelle un phénomène de short squeeze. C'est-à-dire que tout simplement, ok, je te fais un petit peu plus au propre. On a énormément de stops ici, là, là,
là, là. Tu vois, il y a une espèce de pyramidation des stops. Quand on va commencer à en casser 1, 2, 3 niveaux, eh bien, on a une accélération haussière des cours, puisque les gens se font tout simplement stop out, stop out, stop out. Ils sont obligés de racheter leur short. Quand on rachète un short, on achète tout simplement. Donc, pression haussière, ça concourt à faire augmenter le marché comme un acheteur finalement. Que je me rachète un short ou que j'achète pour longue, bah, finalement, c'est un achat. Donc, on a une accélération haussière qui se passe ici au fur et à mesure qu'on vient casser ces shorts. C'est ce qu'on appelle un short squeeze là dans l'histoire. Donc, ça ne m'étonnerait pas que dans les jours, semaines à venir, on vienne toujours, et encore une fois, hésiter beaucoup sur ces 100 000, hein, parce qu'ils sont très psychologiques. Hein. Mets-toi à la place d'un newbie, d'un acheteur maintenant, ou même d'un institutionnel, d'une banque, de ce que tu veux. Ce palier des 100 000, il est très psychologique, il est très dur. Tu as un peu l'impression d'être le dernier dans l'histoire à acheter à ce prix-là. Donc forcément, c'est normal qu'on se batte et on mette du temps à les passer. Par contre, si on vient les casser avec un peu d'entrain, il est très possible qu'on voit 2-3 belles vertes qui s'empilent et un joli short squeeze et qu'on arrive enfin à s'affranchir de cette zone-là des 102, 103 qui nous fait chier et qu'on aille un petit peu plus haut à 105, 106, 107 et que finalement psychologiquement le marché soit prêt à se dire ok, on s'est affranchi de la zone des 100 000, on a réussi à décoller. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que quand on a passé les 104, 105, on repart tout doucement vers moins de stop, plus de bleu, ce qui veut dire que tout simplement, les spéculateurs, et notamment là les court-termistes, pensent majoritairement, ou en tout cas une grande partie d'entre eux, que si on arrive à casser cette zone-là, ça veut dire qu'on va plus haut. Donc c'est vraiment de la psychologie un petit peu inversée, mais c'est aussi ce qui nous intéresse pour les gens qui s'intéressent au court terme, qui sont plutôt dans le trading. Moi, tu le sais, ça va m'intéresser un petit peu moins, et c'est ce que je conseille aux gens sur cette chaîne, c'est d'être là sur un temps long. Encore une fois, si tu avais acheté... Et si tu achetais au fur et à mesure de la montée, et si tu avais des CA, etc., et je sais que c'est le cas de beaucoup de gens, bah forcément, qu'est-ce que tu en as à taper de cette bataille aux 100 000 ? On s'y attendait à la bataille aux 100 000. Si tu es rentré, que ton prix moyen c'est 10, 20, 30, 40, bon, la bataille des 100 000, c'est cool, tu vois, on est supporter. Mais ça fait moins peur. Et ce qui est toujours difficile en investissement, tu le sais, et notamment sur les cryptos avec des cycles très rapides, très volatiles, c'est d'être un petit peu le dernier entrant et d'être un petit peu tight, un petit peu squeeze sur sa position parce que je suis rentré tard et ça va louvoyer autour de ma position. Et quand on voit que les corrections sur le marché crypto, c'est vite moins 10, moins 30, hein, c'est ce range-là, si je viens de rentrer et que je prends moins 30 sur ma position, forcément, ça fait pas du tout plaisir. Donc on est sur un jeu d'espace, de plus-value latente. C'est aussi pour ça qu'on souvent on conseille de DCA. Puisque forcément, si au lieu de rentrer d'un seul coup et de me manger le drawdown le jour d'après ou la semaine d'après, je répartis mes achats en DCA in pour rentrer, forcément, je dilue mon risque. Et à la question des gens qui me disent, et j'ai beaucoup de la question, et c'est un peu le thème de cette vidéo aujourd'hui, est-ce qu'il est trop tard pour acheter du Bitcoin? Est-ce qu'il est trop tard pour acheter des cryptos? Bien sûr, je ne peux pas et je ne vais pas te donner un conseil en investissement. Je vais élaborer mon propos aujourd'hui qui est clairement, spoiler alerte, que le cycle n'est pas terminé. Mais par contre, c'est touchy de rentrer sur ces niveaux parce que ce que je viens de dire, la volatilité, etc., il faut être capable d'encaisser mentalement ces mouvements-là. Donc, ce que je peux vraiment conseiller, plutôt que de faire un gros doigt là pour les gens qui sont en retard, que ce soit sur Bitcoin ou sur les alts, ce serait plutôt de faire un DCA in, comme il aurait fallu faire un petit peu en bas, mais en tout cas de le faire à la hausse. C'est-à-dire de dire, ok, on parie, et il faut être d'accord avec la thèse, hein, que ça continue à monter, sous réserve que tu es d'accord avec la thèse, eh bien, hop, je fais des entrées, que ça monte ou que ça baisse, et je fais du DCA pendant quelques jours, semaines, mois, à voir ton horizon de temps. C'est toi qui prends tes décisions d'investissement, c'est pas moi. Je suis là pour te donner les bonnes pratiques et pour connaître comment le faire, pas pour choisir à ta place s'il faut appuyer ou pas appuyer. Non-financial advice, comme disent les Américains, tu connais. Ok, on continue. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir ce qui se passe ce qui s'est passé d'ailleurs, juste après cette petite touchette de correction, liquidation qu'on a vue ici. Ok, qu'est-ce qui a réagi bien, qu'est-ce qui a réagi moins bien? J'ai trouvé une charte qui est intéressant. Ça, c'est en fait où est allé le volume après la correction. Ok, quand on a vu le bottom, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a pris un exchange ici, Binance pour le coup parce que c'est un des plus gros, et on regarde où est-ce qu'il revient le volume plus vite après cette correction. Et dans l'ordre, on a bien sûr Bitcoin en premier, Ethereum, XRP qui lead le pack. Ensuite, on a Doge, donc très vite les mêmes coins. On a Sol,
Ok, on revient un peu sur du coin un peu plus majeur. On a PP, donc très vite les mêmes coins. Ensuite, on a l'USDC, puisque forcément, bon, on peut le mettre de côté, c'est le stable. Et ensuite, on arrive sur ADA tout de suite, qui surperforme un petit peu toutes les alts. Si on met de côté Sol et qu'on la considère comme une majeure, et Doge qu'on ne considérera pas comme une alt sérieuse, mais comme un mème, on va dire que c'est la première des alts sérieuses. Et ensuite, on a du BNB, etc. Et ça vient un petit peu se contracter. Mais ce qui nous intéresse, c'est la traction. Tu vois qu'on a encore énormément de traction et de volume sur Bitcoin ETH. ETH est toujours en retard, il est toujours en train de laguer, il nous casse tous les couilles, mais ça n'empêche pas qu'il y a de la traction, il y a du volume qui re-rentre, et on a toujours cette narrative meme coin, notamment avec le Doge. Le Doge, vraiment, sur ce cycle, je pense qu'il peut nous faire des dingueries, parce que ce cycle est sous le signe des mêmes coins, d'ailleurs pas que ce cycle, hein, même pendant le bear, il y a eu des performances super intéressantes à faire sur les mêmes. Si je devais, d'ailleurs, je vais donner un petit bonus, pareil, pas de conseil en investissement, mais je partage en ce moment beaucoup sur mon Twitter autour de Laika qui a un layer 2 de Doge, parce que je pense qu'en fait, Doge est en train d'aller tout doucement. C'est vraiment une parenthèse là sur l'étude de cycle de cette vidéo, mais je trouve ça super intéressant parce que c'est finalement un cycle dans le cycle. Doge et les mêmes sont tout doucement en train de migrer d'un truc qui était vraiment pour les déglingos, ok, vraiment pour les spéculateurs, même pas spéculateurs, tu vois, les singes hein, qui aiment s'envoyer en l'air, cliquer, machin, appel de marge dans tous les sens. Et les mêmes, jusqu'à ce cycle, c'était ça. C'était vraiment, on est des gènes, on est des têtes de singes, on fait n'importe quoi, etc. Et là, tout doucement, on a des premières initiatives comme un layer 2 sur Doge qui fait que on est en train un petit peu de professionnaliser, de rendre ça normal, comme une blockchain normale, de dire ok, c'était rigolo les mêmes, mais là maintenant il y a des frais de transaction qui sont trop hauts, d'où l'intérêt d'un layer 2, il y a une rapidité, une scalabilité qui est trop basse, d'où l'intérêt d'un layer 2, etc., etc. Et en fait les mêmes sont en train de un peu s'institutionnaliser avec de gros guillemets, parce qu'il n'y a aucun instit dessus, mais en tout cas de se sérieuxifier, j'invente des mots, mais de devenir quelque chose d'un petit peu plus intéressant, et en tout cas d'un petit peu plus sérieux, voilà, très clairement. On s'envoie toujours en l'air, mais quand je vois que PP sur Binance est parmi les plus gros volumes après une correction, et que déjà il est sur Binance, déjà la première chose, tu vois. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Est-ce que ça fait peur ou pas peur? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Voilà, je pense que l'investisseur particulier, ok, le mec qui est un peu dans les cryptos depuis longtemps, qui est là peut-être depuis un cycle, deux cycles, trois cycles, il se fait peut-être un petit peu chier maintenant avec les majeurs, avec Bitcoin, avec ETH qui est complètement mort. Et il va chercher un petit peu de folie, un petit peu de volatilité, un petit peu de traction. Et du coup, les mêmes. Et du coup, aujourd'hui, tout l'écosystème qui est en train de se mettre autour des mêmes. On n'a pas parlé de Pump Fun. J'en ferai peut-être une étude de cas un petit peu à part. De toutes ces plateformes qui sont en train vraiment d'emmener le côté investissement dégène vers quelque chose de plus sérieux et d'essayer de réconcilier un peu le monde dégène crypto guy de l'époque en fait, des cycles précédents où personne ne s'intéressait à Bitcoin, aux majeurs, etc. Je parle personne dans le monde institutionnel. Et on est en train d'un petit peu essayer de marier les deux de façon bizarre, tout en gardant l'état d'esprit des cryptos. Bref, parenthèse fermée, je retourne sur mon écran, on va parler des flots dans les ETF. Pourquoi on va parler des flots dans les ETF? Est-ce que l'argent rentre? Je reviens sur les institutionnels, je reviens sur la big money, c'est ça qui nous intéresse. Hein. C'est pas Jean-Kévin qui met 1500 balles sur une tête de chien, c'est Fidelity qui met 2 milliards sur un ETF. Ça m'intéresse beaucoup plus. On va aller d'ailleurs sur le terminal. C'est parti, nous y voilà. Alors là, j'ai pris le plus gros ETF EBIT. Tous les autres ont un petit peu la même courbe. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est pas de voir précisément quel est le meilleur, même si c'est sur celui-là qui a le plus de volume et le moins de frais de transaction. Donc, il est un petit peu préféré du grand public et même des instituts d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est depuis l'élection de Trump, ok, on a eu quoi? On a eu le marché, donc là on a les volumes en bar chart bleu ici. On a eu le marché qui a été très attentiste, ok, une petite anticipation. Ensuite, on a été attentiste. Ensuite, on a le résultat. Et bam, on a rentré là le volume. Là, on a le cumulative flow, donc c'est-à-dire tout l'argent qui est rentré dans l'ETF depuis le début. Depuis l'élection de Trump, on a eu 8 milliards de plus qui sont rentrés. On parle pas de beaucoup de temps, tu vois. Ça fait un mois quoi. Novembre, on est quoi là? Ouais, ça fait même pas un mois, les amis, qu'on a l'élection de Trump. Il est même pas encore au pouvoir. On a 8 milliards qui sont rentrés. Quand je regarde un petit peu les différents acteurs, je me suis amusé là parce que on peut avoir accès, hein, c'est des informations qui sont publiques, puisque les différents acteurs institutionnels et les gros fonds, etc., sont obligés de faire des dépôts de l'état de leur portefeuille, donc on peut les récupérer. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la position, ok, donc là c'est en action, hein, en part
de ce fonds là, donc de IBIT, qui est l'ETF émis par BlackRock. Donc là, par exemple, quand tu vois 23 millions d'actions, enfin de parts, hein, bah, ça veut dire 23 millions fois le dernier cours là qui est de 54,90 quand je fais cette vidéo. Donc il faut multiplier par 54 cette position là. Donc tu vois qu'on a des flux qui sont importants. Mais ce qui m'intéresse en tout cas, c'est les noms qui sont ici. Okay, quand on dit il y a l'attrait institutionnel, oui, il y a l'attrait institutionnel, les amis. Là, les gens qui investissent dans l'ETF, c'est Goldman Sachs, c'est Morgan Stanley, c'est BlackRock, c'est SIG Holding, c'est Titan, c'est Pinpoint Asset Management. Tu vois, c'est que des gros gestionnaires de fonds, okay, ou du family office, ou du hedge fund, etc., etc. Il y a également Madame Chombier, Madame Michu qui investit dans les ETF, mais il y a surtout beaucoup de traction. J'ai pas besoin de te refaire toute l'histoire également de MicroStrategy qui achète des milliards et des milliards de Bitcoin pour le coup en direct, mais il y a énormément de traction aujourd'hui dans le marché. Et qu'est-ce que ça me fait dire? Bah, ça me fait dire que j'ai pas de contraction de ce côté-là. Donc, la petite monnaie, les gens qui se font liquider, parce que là, ce qu'on a vu juste avant, là, ces liquidations, là, ça, c'est pas de l'institutionnel, hein. C'est pas Jean E de HEC qui gère 35 milliards qui se fait liquider la tronche. Lui, il est sur ses petits ETF diversifiés, il en a mis 1% d'allocation dans chacun de ses portefeuilles. Là, ce que tu as sous les yeux, c'est liquidation qui crée ces mouvements de marché, ces mouvements de panique, hein, dans un sens ou dans l'autre, hein, de FOMO dans un sens ou de panique dans l'autre. C'est du petit particulier, c'est du trader. Mais le gros fonds institutionnel, celui qui fait le marché, le gros argent, lui, il rentre de plus en plus. Quand tu regardes là, on a les différents ETF, ok, et les différents flows. Bah, quand c'est rouge, ça sort, quand c'est noir, ça rentre. Je suis désolé, ça ne fait que rentrer, ok. On rentre des milliards et des dizaines de milliards aujourd'hui dans ces différents ETF et donc forcément dans les cryptos. Puisque quand tu commences à t'intéresser aux cryptos, bah, tu commences peut-être bien sûr par un ETF Bitcoin, et puis très vite, ah bah tiens, l'ETF ETH, parce que ETH, les flows sont les mêmes dans ETH, il est en train d'augmenter de plus en plus, parce que bah, ETH, tout le monde fait le même arbitrage, hein. Tout le monde se dit, ah Bitcoin il a déjà bien donné, du coup ETH il est en retard, il lag, il y a moyen que quand il casse vraiment de façon très énervée. Tout le monde fait cet arbitrage, et même un institutionnel qui ne s'intéresse pas aux cryptos, il est capable de faire cet arbitrage tranquille de CM2, tu vois. Donc, je ne vois pas, aujourd'hui, un seul élément jusqu'à ce stade de la vidéo qui me fait dire que le cycle est terminé. Ok ? Maintenant, on va repartir et on va continuer pour se demander, ok, jusqu'où est-ce qu'on va ? Alors, tu vois, j'ai pas mal d'indicateurs. Pareil, juste, je repars sur les liquidations, puisqu'on a vu des liquidations un peu zoomées. On va les voir maintenant un peu dézoomées. Tu vois que là, les liquidations qu'on a eues, on va dire les 2 derniers mois, ok, là, plus les barres sont hautes dans un sens ou dans l'autre, plus ça liquide, sont faibles par rapport à ce qu'on a eu au dernier faux départ. Ok ? Donc, elles sont faibles, elles sont plus faibles, ça nous montre pas une surchauffe, ça nous montre une surchauffe temporaire, et elles sont aussi, en termes d'occurrence, de nombre de fois où ça arrive, là on a la dernière année sous les yeux, bah oui, il y a des gros événements de liquidation quand le marché surchauffe dans un sens ou dans l'autre, puis après c'est calme, puis après ça monte, et puis ça ne se passe pas grand chose, et là on a quelques moments de liquidation. On n'est pas pareil sur la parabole finale où ça liquide dans tous les sens, la volatilité augmente, etc. Donc ça me fait dire pareil que vraisemblablement, on ne serait pas de ce point de vue-là, de cet indicateur-là, en fin de cycle. Ensuite, on a un truc qui est intéressant, j'avais arrêté de le regarder pendant longtemps, mais ça nous dit des choses, ce sont les nouvelles adresses Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'il y a un engouement de plus en plus important, que ce soit des particuliers, des institutionnels pour Bitcoin. On a besoin de créer des nouvelles adresses, tout simplement. Donc là, ce qu'on voit, c'est les adresses avec ce qu'on appelle les non-zero balance, c'est-à-dire que les adresses qui ont été créées et qui ont plus de 0 Bitcoin. Donc qui sont actives, okay, qui ont été utilisées en tout cas. On a besoin de créer encore aujourd'hui toujours des nouvelles adresses. Pourquoi ? Parce que quand tu achètes un ledger, tu l'actives, tu vas créer une adresse. Quand tu ouvres un nouvel exchange, tu vas créer une adresse. Quand tu fais un dépôt que tu n'as jamais fait sur un exchange, que tu génères une nouvelle adresse, tu vas générer une nouvelle adresse. Quand un institutionnel, que ça soit BlackRock ou n'importe qui, fait du custody, il va créer des nouvelles adresses. Il ne va pas mettre 10 000 bitcoins sur la même adresse, il va les splitter, il va créer au fur et à mesure, etc. Donc bref, il y a de plus en plus de nouvelles adresses qui sont créées quand le marché se chauffe. Ce qu'on a ici en rouge et en bleu, c'est les moyennes mobiles. Pourquoi ? Parce que les barres qui sont jaunes là, c'est un peu la vélocité des nouvelles adresses. On a mis des moyennes mobiles dessus tout simplement pour lisser un petit peu et pour voir ce qui se passe.
Ce qui m'intéresse de voir, donc là il y a une moyenne mobile 1 an, la bleue, et une moyenne mobile 30 jours, la rouge. Donc elle est beaucoup plus forcément agressive, la rouge, et la bleue c'est un petit peu notre signal, hein, puis la rouge ça va être le bruit, hein, en gros c'est ça. La bleue ça va plus être la baseline. Ce que je vois c'est que quand la rouge s'éloigne, donc elle devient vraiment, il y a de plus en plus d'écart avec la baseline tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a une accélération du cycle et quand elle redescend, ça vient se contracter ou qu'elle passe en dessous de cette moyenne mobile beaucoup plus longue et notre baseline, forcément ça veut dire que le marché s'essouffle et que le cycle se contracte. Ce qu'on voit dans un marché haussier, c'est que on a de plus en plus d'écart jusqu'à venir faire un vrai écart super important qui nous marque d'ailleurs très bien le top, hein, puisque ça FOMO tout simplement, hein, c'est un bel indicateur de FOMO et ensuite le cycle s'arrête et on vient une perte totale d'intérêt, personne ne va rentrer pendant qu'on fait des moins 30, des moins 40, donc il n'y a plus de nouvelles adresses qui sont créées. Et ensuite on attaque un nouveau cycle et pareil, on vient retrouver de l'écart, hop, ça vient FOMO, hop, on vient recasser, etc. Sur ce cycle actuel, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a latéralisé très longtemps, rien de notable. On voit qu'ensuite on a eu un manque d'intérêt assez important sur notre première faux bull run, hein, fausse sortie, tu sais, qu'on a eu un petit peu plus tôt cette année, il y a quelques mois maintenant. Finalement, voilà, il n'y a pas eu de nouvelles adresses, beaucoup. Et là, depuis, toujours pareil, hein, depuis fin octobre, mi-octobre, on a hop, ce croisement là qui est en train de se passer, là, cette golden cross d'adresse qui est en train de se passer. Mais regarde, on est encore très proche de notre signal. Donc c'est-à-dire que on est finalement, c'est pas un FOMO quoi. C'est-à-dire que si je voyais un écart comme ici, un écart comme là, ou un écart comme celui-là, je me dis ok, ça FOMO dans tous les sens. Là, je vois que bon bah oui, mais pas trop. Voilà. Donc ça, c'est toujours intéressant de le noter. Pareil, cet indicateur me dit qu'on n'a pas vu le top. On a la même chose ici de façon visuelle, plus sévère. Plus on a une croissance des nouvelles adresses, donc là on n'est même pas en nombre, on est en rate of change, on est en croissance, ok. Donc on voit que quand ça s'énerve, on a vraiment de la croissance sévère. Là on a eu de la croissance certes, mais regarde dernièrement, tu vois, on n'est pas sur un FOMO des familles. Donc pareil, de ce point de vue-là, pour moi on n'a pas vu la fin du cycle. Pareil, sur les exchanges, donc là on voit la même chose, quand c'est des barres vertes, c'est des cryptos qui rentrent sur les exchanges, quand c'est des barres rouges, c'est des cryptos qui sortent des exchanges, notamment pour aller en cold storage, en custody, en cold wallet, et enfin bref, pas rester dans les balances des exchanges. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand on est en phase d'accumulation, souvent sur un cycle, on a bien sûr des cryptos qui sortent des exchanges pour aller sur du ledger, sur différents services de custody. Donc ils peuvent être stackés sur différents services, par exemple décentralisés, etc. Et puis quand on arrive en fin de cycle et que il faut vendre et prendre des profits, on re-rentre massivement sur les exchanges. Là, on n'est pas du tout en train de re-rentrer massivement sur les exchanges, on est bien en train de sortir encore aujourd'hui, tu vois, de façon assez importante des exchanges. Donc pareil, ça c'est plus un signe d'accumulation et cet indicateur nous montre, pareil, qu'on n'est potentiellement pas en fin de cycle. Ensuite, on le voit de la même façon ici, mais avec la totale balance, et donc pas cette fois-ci le rate of change sur les exchanges. Bon, on voit qu'on est toujours très important sur les exchanges. On a une petite cassure là qui est en train de se faire. On va voir ce qui se passe dans les semaines et mois à venir. Est-ce qu'on vient baisser vraiment ici? Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai le cost basis des longs et des shorts. Alors globalement, qu'est-ce qui se passe? Là, ce qui m'intéresse, c'est pareil, sur une surchauffe ici. Là, on voit tout simplement la manifestation du FOMO. Okay, on voit là le cycle 2017-2018. Quand les cours viennent monter, qu'est-ce qui se passe? On a les long-termistes, short-termistes, peu importe, un petit peu tout le monde, tous les gens qui achètent du Bitcoin, qui veulent rentrer sur ce marché. On va avoir une augmentation de leurs coûts. Et bien sûr, surtout les court-termistes qui sont là très nouveaux, très FOMO, ils vont acheter de plus en plus haut. Hein, ils vont suivre la montée. Ils vont acheter à 10, à 20 000, à 30 000, etc. Ainsi de suite. Donc leurs coûts, tout simplement le coût de leur ligne, ok, leur PRU si tu veux pour les boursicoteurs va augmenter tout simplement jusqu'à venir exploser de façon importante puisque y a du FOMO qui se met en place. Et ça c'est à chaque fois un bon indicateur de débilité de cycle, de parabolisme. Ici on voit cette grosse tache colorée, on le voit ici sur ce cycle et là qu'est-ce qu'on voit? On voit que pas encore. C'est-à-dire qu'on n'a pas de signe de FOMO non plus sur cet indicateur et donc si pas de FOMO, potentiellement pas fin de cycle. Alors après, à chaque fois, on est sur un enchaînement d'indices. C'est pas parce qu'il n'y a pas de FOMO que on pourrait pas être philosophiquement en fin de cycle. Okay, ce cycle pourrait être différent des autres. C'est pas un copier-coller chaque cycle. On l'a vu et on le voit à chaque fois. Il y a des petites différences. Okay, en l'état actuel, pas de FOMO en tout cas, donc potentiellement pas fin de cycle. Et ce qui m'intéresse à chaque fois, et ce que je suis en train de faire là, c'est pas que je ne veux pas mouiller en mode nanana, je vais même te donner en fin de vidéo mon objectif en termes de prix, c'est juste que je t'apprends à avoir la bonne
la façon de réfléchir, la bonne réflexion quand tu es sur n'importe quel marché, n'importe quel investissement. Pas avoir des convictions en mode supporter de foot, mais regarder des indicateurs disponibles, le plus possible bien sûr, et juste dire celui-là il me dit ça, celui-là il me dit ça, celui-là il me dit ça, celui-là il me dit ça. S'ils disent tous un petit peu la même chose, ce qui est le cas jusqu'à maintenant dans cette vidéo, forcément tu as un faisceau d'indices. Après, c'est pas pour ça que les choses ne peuvent pas se passer différemment, c'est pas pour ça qu'il peut pas y avoir un Black Swan, c'est pas pour ça que Donald Trump peut pas se faire tirer dessus, c'est pas pour ça que, tu vois, plein de choses peuvent arriver, c'est pas pour ça qu'il y aurait pas un hack, qu'il n'y ait pas un arrêt, qu'il n'y ait pas une guerre, qu'il n'y ait pas ce que tu veux, une guerre nucléaire, tu vois, le Bitcoin, le cycle sera fini, tu vois. Donc, comprends qu'on est sur un faisceau d'indices. Mais jusqu'ici, en effet, le faisceau d'indices sent bon. On a ici, toujours pareil, celui-là on l'a déjà vu plusieurs fois, les positions des long-termistes, des short-termistes. Donc les long-termistes sont en bleu, les short-termistes sont en rouge. Qu'est-ce qu'on voit? Sur chaque montée parabolique, on a un FOMO qui se met en place. Ça c'est pareil, c'est un indicateur de FOMO. On a les long-termistes qui vendent parce que ils sont un petit peu plus sophistiqués, ils sont là depuis longtemps, ils ont surtout plus de plus-value latente, donc ils prennent leur profit. Et on a les short-termistes qui FOMO, qui sont là parce qu'ils sont nouveaux entrants sur le marché, ou alors qui sont en mode trading. Si je suis long-termiste, que j'ai pris mes profits, que j'ai de l'argent et que je trade, je deviens court-termiste finalement. Donc on voit une augmentation des court-termistes, une baisse des short-termistes à chaque fois, et on vient souvent marquer le top avec cet indicateur-là, avec cette inversion-là. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de se rapprocher, les courbes sont en train de converger, mais on est très loin d'avoir coupé, on est très loin d'un rapprochement même qui se ferait de façon un petit peu plus violente. Et on voit qu'on a à peine passé le niveau précédent de cette fausse cassure de début de bull run là qu'on avait eu en début d'année, ici en mars, avril, mai. Donc pareil, cet indicateur ne nous montre pas potentiellement qu'on serait en fin de cycle. Ensuite, je commence à rentrer dans des indicateurs un petit peu plus... voilà. Parce que je sais que tu les aimes, vous les aimez, et je suis quand même obligé de les prendre en compte. Et le but de cette vidéo, tu vois, c'est un petit peu de regarder tout ce qui se fait. Donc il y a des trucs auxquels je crois un petit peu plus, que j'ai mis un petit peu plus au début. Il y a des trucs auxquels je crois un petit peu moins, que j'ai mis un petit peu plus à la fin. Bon, je me suis pas fait chier à faire un ordre parfait, ok. Mais toujours est-il que voilà. Là, on arrive tout doucement vers les trucs un petit peu plus ésotériques, un petit peu plus magiques, mais quand même qu'ont une base assez commune. C'est qu'ils vont regarder la dynamique du momentum, ok. Donc ils vont regarder quoi? Ils vont regarder souvent des écarts en moyenne mobile, ils vont regarder des écarts types sur les cours, des volumes, etc. Donc, c'est pas quelque chose de complètement très magique. On n'est pas en train de dire et de faire dire ce qu'on veut à un chart, parce que c'est très facile de faire des traits magiques dans n'importe quel sens. Là, on est quand même en train de regarder, on va dire, une dynamique de mouvement, un momentum, un écart à la moyenne, ok. Et la plupart des indicateurs qu'on va regarder maintenant font ça. Certains mieux que d'autres, certains que je préfère, mais le but là, c'était de faire du volume dans cette vidéo et de voir un peu la convergence des indicateurs. Donc le stock to flow, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que on est relativement early encore dans le cycle, puisque globalement on devrait converger ici vers la courbe noire. On est encore assez loin, et on a aussi le code couleur qui est pareil globalement depuis combien de jours on a vu le halving et qui fait que voilà, on serait pareil, relativement en milieu de cycle, puisque par rapport au cycle précédent, on est encore assez loin de la distance du halving qui serait optimale pour voir le top. Ensuite, on va les passer rapidement parce qu'il y en a beaucoup. On a le Pi Cycle qui est un petit peu de la même façon, mais qui va s'intéresser cette fois-ci aux écarts, vraiment à la moyenne mobile, au momentum. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on croise souvent la moyenne mobile, ou qu'on vient la tangenter, la 350, donc qui est vraiment quelque chose de très long, et en bas, qui nous marque le bottom, on a la 110, 111 pour être précis. Eh bien on est plutôt soit en bas de cycle, soit en haut de cycle, alors avec des écarts qui se mettent en place sur le dernier FOMO, et des écarts qui sont peut-être un petit peu moins prégnants sur les cycles qui sont les plus récents, puisque forcément on a de moins en moins de volatilité. Bon, on voit qu'on est relativement encore loin de cette moyenne mobile, donc lui il nous marquerait pas non plus spécialement un top. Ensuite on a le multiple de Puel qui est peut-être un petit peu plus sérieux pour moi, pareil, en gros quand c'est vert, on est survendu, on n'est pas du tout en surchauffe, on est tranquille, on est en bas de cycle. Quand c'est rouge, on est en surchauffe de façon très importante, et on voit que souvent on vient spiker à l'intérieur, voire même on va y rester de façon importante quand on est en fin de cycle. On est encore très loin du haut, pareil, il nous dit pas, c'est pas un truc de météo, il va pleuvoir ou pas pleuvoir, c'est sûr ou c'est pas sûr, mais en tout cas on est loin de la surchauffe potentielle sur cet indicateur là. On a le MV, RV, pareil, même chose, le Z-score, il fonctionne de la même façon, je rentre pas dans les détails
Tu peux trouver sur internet vraiment comment ils sont calculés, etc. si tu veux. Mais vu qu'on en fait beaucoup, le but n'est pas de rentrer dans le détail, l'explication de chaque indicateur, surtout qu'on les a déjà vus en vidéo. Mais il ne nous indique pas non plus de surchauffe. Il est encore même pas à la moitié de la zone où on est censé surchauffer. Ensuite, on a, alors celui-là je l'aime bien, je le préfère un petit peu, c'est tout simplement les profits réalisés ou les pertes réalisées, ok? Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que quand il y a énormément de profits de réalisés et que tout le monde est en profit, on est potentiellement en fin de cycle, hein, c'est n'importe quoi, l'argent peut pas donner de l'argent gratuit, le marché peut pas donner de l'argent gratuit indéfiniment à tout le monde, et quand on est en bas de cycle à l'inverse, quand tout le monde prend ses pertes, tout le monde capitule, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à capituler, et on est plutôt en bas de cycle. Il fonctionne assez bien, donc globalement quand c'est rouge, c'est quand les gens capitulent, et quand on arrive dans le, pas le vert, mais le bleu, qui est l'extrême zone de grid et d'euphorie, on serait plutôt en haut de cycle. On est dans le vert, c'est-à-dire qu'on est pile en plein milieu, on n'est pas ni en bas, hein, on le sait, puisque là on y était il y a maintenant 1 an. 2 ans même, on était 2 ans, putain qu'est-ce que ça a été long ce bear market. Il y a 2 ans, on était au maximum de la capitulation en novembre et décembre 2022, et là on est, voilà, je dirais qu'on est en milieu de zone, donc pareil, il ne nous indique pas une surchauffe, il est assez neutre. Ensuite, on a le Mayer Multiple qui, pareil, se base sur de la moyenne mobile, etc. De l'oscillateur, est-ce qu'on est en zone de surchauffe ou est-ce qu'on n'y est pas? Long story short, on n'y est pas, on est pareil en milieu de zone sur cet indicateur-là. Le market cap to thermocap qui s'intéresse au coût et qui s'intéresse au market cap et notamment au coût de minage, etc. et à la difficulté, pareil. Long story short, on est en plein milieu, on n'est pas en surchauffe et on n'est pas non plus en capitulation, mais il ne nous indique pas qu'on serait en fin de cycle non plus. Pareil, les vagues de réalisation, est-ce que les gens réalisent des pertes ou des profits ou est-ce qu'ils hold? Ok, donc là on s'intéresse plus finalement au comportement des gens. Est-ce qu'on est en face de holders? Est-ce qu'on est en face de gens qui font trop d'argent et qui réalisent comme des porcs? Pareil, on est en plein milieu. Donc, il ne nous indique pas de surchauffe. Par contre, à noter quand même que les cycles deviennent de plus en plus, et c'est notamment très flagrant sur celui-là, de plus en plus contractés au niveau de la volatilité. Forcément, plus il y a de l'argent qui rentre sur le marché, plus on contracte la vol. Là, ce qu'on voit, c'est que les derniers spikes, là, sur les 2 derniers cycles, vont dans le rouge, mais le cycle 2021-2022, enfin 3 derniers cycles, hein, vont dans le rouge, et le cycle 2021-2022, tu vois, n'est pas monté. Donc attention, on n'est pas sur des indicateurs magiques où à chaque fois, oh là là, on est dans le rouge, mon Dieu, ça y est, c'est fini, hein, tout le monde serait milliardaire. Donc là, on est au niveau du dernier top 2021-2022. Donc est-ce que l'indicateur n'est pas prégnant? Est-ce que c'est la contraction de la volatilité qui se manifeste? C'est des questions qui sont ouvertes, mais celui-là nous indique que potentiellement, on est soit au milieu, soit sur le haut, voire même qu'on aurait vu le top. Si je le regarde vraiment très bêtement, ok, mais voilà, il est beaucoup moins formel que les autres. Alors pareil, on est un peu dans l'ésotérisme, mais c'est toujours pareil, c'est des indicateurs qui ont fonctionné jusqu'à aujourd'hui et beaucoup de gens les regardent, donc on est là pour faire une synthèse ici. CBBI, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre qu'on commence à chauffer. Ok, donc le fameux rainbow, qu'est-ce qu'il nous dit? Il va regarder pareil. Globalement, des écarts à la moyenne par rapport au halving, au temps qu'il y a entre le halving, etc. et les différents cycles. Et lui, il nous dit qu'on commence à chauffer. Alors, on n'est pas encore dans le noir, on n'est pas encore dans l'extrême grid, mais il nous dit qu'on commence à chauffer. Alors, il est tellement pas précis que c'est un petit peu compliqué. Voilà, on est à 82 sur 100, donc on commence à chauffer. Mais tu vois, sur les derniers, bien sûr, top, hein, on était monté à 100, 99, 98. Donc, il nous dirait, pareil, si je l'interprète bêtement, qu'on est à 2 tiers. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la fameuse moyenne mobile. Alors pareil, moi j'aime bien les moyennes mobiles parce que quand même, elles nous permettent, même si elles ne sont pas magiques du tout, les croisements, machin, magiques, c'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, mais par contre ça nous permet quand même de diminuer le bruit. Quand je prends une moyenne mobile 200, 365, machin, ça me permet de tout simplement voir une moyenne sur des périodes très longues. Donc forcément, si je suis très au-dessus ou très en dessous, j'ai envie de me dire, ok, soit on est très survendu et on est en train de capituler, ou alors plus personne croit au Bitcoin, il va s'effondrer, ou l'inverse, si on est très haut, je me dis, ah, peut-être que ça commence à pas sentir bon. Bon, pareil, là, on est, j'ai envie de te dire, dans le bleu, donc tu vois, le truc va du violet au rouge, le bleu, il est quelque part vers le milieu, hein, j'ai envie de te dire, à 40%. Voilà, donc on se retrouverait, par rapport à l'écart sur cette moyenne mobile, à quelque chose qui est haut, mais qui n'est pas non plus déconnant par rapport au précédent cycle. Alors...
Tu veux de l'ésotérique, en voilà d'autres. Le golden ratio, alors c'est même pas qu'il est ésotérique, c'est toujours pareil. On s'intéresse aux écarts, à la moyenne mobile sur un an. Alors je sais pas pourquoi ils ont pris la 350. C'est toujours pareil, ça c'est, faut avoir l'impression de faire des trucs un peu ésotériques pour tout simplement, je sais pas moi, justifier le truc. Donc là, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les écarts types à une moyenne mobile longue. Voilà, tout simplement. On regarde 1, 2, 3, 4 écarts types, 20 écarts types, et puis on se dit où est-ce qu'on est. Bon, bah là, on est à quelque chose comme 1.6, 1.7, là, à vue de nez, pareil, c'est pas précis, écart type. Donc oui, bah on le sait, hein, on est dans un marché haussier, voilà. Et on est plutôt au-dessus de la moyenne mobile. Mais ça nous donne pas trop de surchauffe. Et là, alors là, on arrive dans les trucs que je commence à plus trop pouvoir blairer, mais... on est obligé d'y passer. Le Rainbow Price Chart, alors le fameux arc-en-ciel magique qui est censé nous prédire. Ah, tu vois, il a carrément planté tellement il est relou. Attends, je le relance. Voilà. Qui est censé nous prédire de façon magique comment on va tous être milliardaires. Donc globalement, plus on est en haut, plus on est en FOMO, plus on est en bas, plus c'est une bonne affaire. Il faut à tout prix acheter du Bitcoin. Alors on voit que pareil, hein, tu vois, la volatilité se contracte, puisque au dernier top, bah, on n'est pas du tout allé tout en haut. Et je me rappelle sur le dernier cycle, quand je m'étais fait insulter, il y avait certaines personnes qui, quand je disais sortir là, il y avait certaines personnes qui disaient « Ouais, mais on n'est pas encore dans le FOMO, dans le rouge, machin ». Ça, c'est le danger, les amis, de prendre un seul indicateur. Et c'est aussi pour ça, dans cette vidéo, de façon éducative, que je les passe tous, y compris ceux que j'aime beaucoup moins. Mais voilà, tu vois, un indicateur seul ne veut absolument rien dire. Bah ouais, on était au milieu. Et il nous disait quoi là, l'indicateur magique? Il nous disait, est-ce qu'on est dans une bulle? Point d'interrogation. Oh, il y a un peu de FOMO. Mais il nous disait pas, tout en haut là, tu vois, maximum bubble. Donc bref. Là, si on regarde lui, il nous dit quoi? Il nous dit, on est en phase d'accumulation ici. Et on voit que visuellement, bon, bah, on est beaucoup plus bas que le milieu. Voilà, on est à peut-être 25-30%. Est-ce qu'on va aller voir dans le rouge? Je ne pense pas du tout. Si on va dans le rouge sur ce cycle, on est entre 750 et 1 million de dollars prix du Bitcoin. Voilà, je te spoil un peu ce qui va se passer après, mais je pense pas qu'on va aller du tout voir 750 000 ou 1 million de dollars le prix du Bitcoin sur ce cycle-là, bien que j'en serais très content, mais je ne pense pas. Mais par contre, si on vient prendre à peu près le milieu, comme on a vu sur le cycle d'avant, on serait aux alentours, selon cet indicateur, de 160, 150, jusqu'à aller dans les 200, quoi. Voilà. Donc pareil, à prendre avec des pincettes, mais au moins, tu l'as vu. Et le petit dernier, le Bitcoin Bubble Index, pareil, qui est calculé, je t'avoue, j'en ai aucune foutre idée carrément, mais jusqu'à aller jusqu'au bout des indicateurs, j'ai mis tout ce que j'ai trouvé, mon ami. Et là, le Bitcoin Bubble Index, bah, il nous dit, tu vois, quand il est très vert, il fait des grandes montagnes, comme il nous a fait en 2017, en 2020, 2021. Ouh là là, on est en bulle. Et bien là, il est tout en bas carrément. Alors lui, est tout en bas, l'ami. Bon, bref, t'as compris l'idée. L'idée, c'est pas de trouver un truc magique. L'idée, c'est de correctement faire deux choses qui, pour moi, sont beaucoup plus importantes. On y va. La première, c'est une bonne stratégie d'alloc. Ok, de savoir comment j'alloue mes lignes, comment je rentre. Ok, dans l'allocation, je parle de l'entrée. Ok, je parle éventuellement des arbitrages en cours de cycle. Je parle de quel pourcentage de mon patrimoine, de mon cash, de mes disponibilités j'alloue, etc., etc. Ok, donc avec les différentes stratégies dont on parle toujours sur cette chaîne, le DCA, l'allocation, les stratégies d'entrée, etc., etc., le fameux camembert, la thésaurisation, etc. Et ensuite, deuxième chose qui est primordiale, la PDP. Ouais, j'étais flemmard. La prise de profit, ok? Comment je sors, stratégie de sortie. On les a vus sur la dernière vidéo, je te rappelle qu'elle est en lien autour. Avec un Q propre, un DCA out, avec un grand verre, etc. Il y a plein de stratégies que je t'ai partagées. Parce que je te rappelle que pas vendu, pas gagné. Voilà, moi j'ai inversé la citation. Pas vendu, pas gagné. Et d'ailleurs, je voudrais parler de quelque chose. J'en ai parlé au Money Gamer pas plus tard qu'hier et je voudrais te le partager ici parce que c'est super important. La gestion du risque, c'est le plus important pour un investisseur. Ok, je me fais une vision d'où on en est dans le cycle. Je pense que on n'a pas vu un FOMO complètement dingue. Je viens de te le partager juste avant. C'est ma conviction. Je suis encore relativement serein par rapport à ce que je peux voir sur le marché, par rapport aux différents FOMO, par rapport à où est-ce
comment rentre l'argent, d'où est-ce qu'il rentre, est-ce que l'entrée s'accélère, est-ce que le contexte géopolitique macroéconomique est correct, et on n'a pas parlé non plus vraiment de la macro, on va dire marché classique, mais tu vois, tout ce qui est inflation, tout ce qui est baisse de taux, etc., tout ce qui est vélocité monétaire, création monétaire, ou au contraire, quantitative tightening, etc. Tout ça, pour moi, aujourd'hui, est relativement dans le vert, ou en tout cas va dans le bon sens, ok ? Et dans un sens d'accélération, ou en tout cas pas dans un sens de ralentissement ou de contraction. Donc, mon idée est faite. Ma thèse tout de suite maintenant, c'est on n'a pas encore vu le top, ou en tout cas je suis relativement serein avec mon investissement. Je pense pas que j'arrive en phase où j'ai envie de paniquer, tu vois. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, et t'es pas obligé du tout d'avoir la même vision. Tu peux dire rien, t'es trop con, on va à 1 million, ou au contraire, c'est déjà fini. Mais quand tu as ta thèse, ben, il faut être capable de savoir où tu te situes en termes de risque. Donc ça passe par quoi ? Ben, ça passe par l'allocation. Okay, quels sont les pourcentages de mon patrimoine là-dedans ? Et ça passe aussi par la gestion de mes lignes. Je vais te faire un exemple que j'ai donné pas plus tard qu'hier. Voilà. On va dire que j'étais rentré sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 cryptos en début de cycle, peu importe quand, hier ou il y a un mois ou il y a un an. Et j'avais mis 10 000, 10 000, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000. Voilà, tu peux mettre les cryptos que tu veux en face. J'avais mis 50 sur le Bitcoin, j'avais mis 20 000 sur ETH, j'avais mis Sol, j'avais mis, je sais pas moi, Doge, j'avais mis FET, et puis j'avais mis, je sais pas moi, ICP, tiens. Des folies carrément. Admettons que, aujourd'hui, donc quelques mois après, mon portefeuille c'est ça. 15, 20, 20, je fais les chiffres ronds, on se fait pas chier. 30, 50 et 150. Ok, mon portefeuille c'est ça. Il y a quand même un truc qu'il faut comprendre. C'est que là, ok, je suis en gain latent sur toutes mes lignes. Principe du bull run. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, quand je vais poser la question, quelle est la ligne la plus risquée, quelle est la ligne la moins risquée, qui vont me dire, ça va dépendre. Pour moi, la ligne la moins risquée, par exemple, c'est celle-là. Parce que j'ai que 15 dessus. Donc si on va au trou, c'est celle-là que je risque le moins. Il y a des gens qui vont me dire, moi, la ligne la plus risquée, c'est celle-là. Parce que c'est elle qui a augmenté le plus. Du coup, j'ai le plus de plus-value latente et je voudrais pas la reperdre parce que je suis à x3 sur cette ligne. Il y a des gens qui vont dire aussi, moi, la ligne la plus risquée, c'est celle-là, mais pas parce que c'est à x3, mais parce que c'est là où j'ai le plus d'argent. Et il y a des gens qui vont me dire, je sais pas moi, mes lignes les plus risquées, c'est celles-là, parce qu'elles n'ont pas beaucoup bougé. Admettons, là, même qu'elles soient, tu vois, à 12 et à 15, tu vois. C'est les lignes qui ont les moins bougé, donc c'est les plus risquées parce que opportunity cost et parce que elles me font pas d'argent. Ok ? Donc tu vois, toutes les thèses sont entendables. Sauf qu'il y a quand même une notion qu'il faut comprendre, c'est la notion d'equity. Okay, et de free equity, là, ici, dans mon histoire. C'est-à-dire de se dire, ok, l'equity, c'est quoi ? C'est l'équité, c'est combien j'ai de réalisable en termes de position. Okay, c'est-à-dire que si demain, je clique sur Sell, je récupère quoi ? Je récupère les lignes à l'instant T. Donc, 15, attends, je fais un peu plus propre. 15, 12, 13, qu'est-ce que j'avais dit ? 30, voilà, ok ? 50, machin. Donc, si je clique sur Sell, tout de suite, je récupère ça. Donc, on est bien d'accord que cet argent est réel. Cet argent, c'est certes de l'equity à l'instant T, mais si demain je clique sur Sell et je passe en stable, par exemple, ou en euros ou en dollars, peu importe, c'est du vrai argent. C'est pas parce que là, je suis en gain de 100 000 que ces 100 000 là sont virtuels. Et c'est ce que vous oubliez bien souvent, les amis. C'est que pour vous, ces 100 000 sont virtuels. Et donc, tu pars du principe que c'est bon, ça me fait un matelas de sécurité. Non. En fait, quand je dois regarder mon risque et que je dois à chaque fois faire une analyse de risque de mon portefeuille, je dois le prendre à l'instant T. Je dois prendre net equity, ce qu'on appelle. Donc, pourquoi net ? Parce que s'il y avait des dettes, s'il y avait du levier, on enlèverait ces dettes et ce levier, on regarderait à l'instant T. Mais là, je te parle sur un portefeuille, par exemple, spot. Et je regarde, ok, c'est quoi ? Là, tout de suite, combien il vaut ? Et ça, c'est l'argent que j'ai. Il est à moi. Si je clique sur vendre, maintenant, je récupère tout. Donc, ma ligne la plus risquée, les amis, c'est clairement celle-là. Pour 2 raisons. 1, parce que c'est la plus grosse. Grosse. Et 2, parce qu'en effet, c'est mon plus gros multiple. Et donc, en termes de pourcentage sur mon portefeuille, c'est elle aussi qui va impacter plus mon portefeuille si elle bouge dans un sens ou dans l'autre. Donc, positivement, bien sûr, parce que
elle est plus grosse en termes de pourcentage sur mon portefeuille. Donc si elle fait plus 10%, elle va plus impacter mon portefeuille, la performance, que cette ligne de 30 qui fait plus 10%. Parce que d'un côté, ça fait 3 000, de l'autre, ça fait 15 000, certes. Mais par contre, ce qu'on refuse de voir à chaque fois, c'est quand c'est rouge, dans l'autre sens, ça impacte plus. Donc, il y a des questions à se poser à partir de ça. C'est de se dire, ok, est-ce que je suis toujours content? Parce que souvent, les gens réfléchissent à l'envers et ils se disent, ok, cette ligne est en sécurité parce qu'elle est en plus-value latente tellement importante que ces 100 000 servent de matelas de sécurité. Alors ça, j'ai jamais compris. C'est pas de l'argent virtuel, c'est pas du casino, là, c'est pas des points, c'est pas des bons cadeaux la redoute. C'est vraiment 100 000 de plus que ce que tu as mis si tu cliques sur vendre. Donc cet argent, il est réel, les copains. Donc c'est pas, est-ce que j'ai un matelas de sécurité, du coup je la garde? Je dis pas qu'il faut la vendre, hein. Attention, hein. Je parle de réflexion. La réflexion, c'est est-ce que je crois toujours dans l'asset? C'est-à-dire, est-ce que j'y crois, quoi? C'est quoi mon trust, tu vois? Est-ce que je pense que Bitcoin peut aller plus haut? Là, je regarde pas ma ligne vaut 150. Je regarde très bêtement l'asset, Bitcoin. Est-ce que je pense qu'il peut aller plus haut? Et c'est vraiment lui qu'il faut que j'analyse. Pas j'ai 100 000 de buffer et j'étais à 50 000, j'ai tellement de plus-value que c'est pas grave si je fais moins 15, je mets un stop suiveur ou toutes ces conneries. Non! Ça, c'est si tu as décidé éventuellement de sortir, ok, tu vas gratter quelques pourcentages. Mais là, c'est pas ça. Si, encore une fois, tu es en mode dans ton cerveau, ok, le cycle n'est pas fini, j'ai encore plusieurs mois ou semaines devant moi. Ce qu'il faut analyser, c'est est-ce que tu crois toujours dans l'asset, ok? Aussi, ce qu'il faut analyser, c'est ce fameux pourcentage sur ton portefeuille. Donc là, j'ai pas calculé, mais je sais pas, à vue de nez, c'est quoi sur ce portefeuille-là, cette ligne, je sais pas, ça doit être 70% ou 80% du portefeuille. Est-ce que je suis à l'aise avec ce weighting qu'on appelle? C'est-à-dire que cette ligne-là concourt à 70% de la perte de mon portefeuille. Et plus elle augmente, et c'est ça qu'il faut comprendre, plus mon risque augmente. C'est-à-dire qu'en plus d'être ma ligne la plus risquée à l'instant T photo, étant donné que c'est ma ligne la plus importante, chaque point de pourcentage a plus d'impact sur cette ligne. Ok, un 10% là c'est 15 000, c'est pas 3 000 ou 2 000 ou 5 000 comme quand j'ai investi. Donc forcément, plus la ligne est grosse, plus elle impacte le portefeuille en termes de pourcentage de façon importante. Donc en gros, plus elle est risquée, plus elle est risquée. Plus elle est risquée, plus elle devient risquée. Plus elle devient risquée, plus elle est risquée. Et ainsi de suite, tu vois. C'est une espèce de cercle vertueux si ça va dans le bon sens, ou vicieux si ça va dans le mauvais. Donc c'est ça qu'il faut se poser comme question. Je dis pas qu'il faut la vendre, mais je dis qu'il faut se poser ces questions. Et si à partir du moment-là, je suis à l'aise avec la réponse, ok, je la vends pas. Si je suis entre deux, peut-être que c'est là qu'il faut prendre la décision de dire, ok, je sais pas, je la vends et je garde l'argent. J'en vends une partie et je garde la moitié, par exemple, ou mon investissement de départ qui était là. Ou alors je la vends et je la rebalance dans le reste du portefeuille dans des trucs qui n'ont pas pété. Ou alors au contraire, putain, il y en a une auquel je crois vraiment, là par exemple, je sais pas moi, ICP. Voilà, attends, je vais changer parce que ça me fait mal au cul de mettre ICP, là je vais mettre SUI, tu vois. SUI, je l'aime bien. Et admettons que je pars du principe que SUI, putain, il y a énormément de potentiel, et pouf, je rebalance une partie et puis je reprends mon investissement de départ, tu vois. Mais là, ça fait quoi? Ça fait deux résultats. Un, ça baisse le risque. Et c'est toujours intéressant de baisser le risque. Soit en prenant des profits, soit en redispatchant une ligne qui aura un impact moins important sur mon portefeuille si elle bouge. Ok, c'est juste de l'aversion à la volatilité dont on est en train de parler. Et aussi, ça permet de sécuriser des profits, ce que les gens quand même oublient vachement. C'est-à-dire que, ok, on peut avoir une thèse de dire le bull run n'est pas fini, ça peut aller plus haut, etc. Mais toujours plus haut, toujours plus greedy. C'est bien de prendre des profits au fur et à mesure, along the way, mon ami. Tu as, je te rappelle, la vidéo sur la prise de profit, quelque part, un peu partout, dans le note de l'épisode, le i, mon cul. Ok? Donc, ça, ces deux choses sont quand même super intéressantes. Et ces deux choses, se déclenchent à partir du moment où tu décides de découper une ligne. Et découper une ligne se déclenche à partir du moment où tu n'es plus à l'aise avec le trust que l'asset puisse aller plus haut ou l'impact du risque et de la volatilité sur ton portefeuille. Ok? Donc tu vois, c'est toujours la même... C'est un espèce de réflexe, de façon de penser, de cheminement psychologique qu'ils font prendre au fur et à mesure de tes investissements. Et ça fonctionne en crypto, ça fonctionne en bourse, ça fonctionne même sur un parc immobilier si tu as envie, tu vois. Ok? Donc, attention de ne pas mettre au mauvais endroit les facteurs de risque. Et les facteurs de non-risque. Genre la plus-value latente n'est pas un facteur de non-risque. La plus-value latente n'est pas un facteur de non-risque. Ok?
c'est même un facteur de risque. Puisque si la ligne est devenue la plus grosse, c'est sûr que si tu as une plus-value latente, mais la ligne c'est la dernière de ton portefeuille, on s'en tape le cul, mais si la ligne est devenue la plus grosse, forcément un impact plus important. Okay, donc il faut prendre des décisions correctes par rapport à ça. Mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit les amis, d'être overweight par exemple Bitcoin sur un portefeuille pendant des mois et des mois, ça aurait très bien marché sur les mois qui viennent de s'écouler. Donc il faut mettre ça en face de sa conviction du cycle actuel. C'est sûr que si tu dis « Ah oui mais Yann, moi il a dit le risque machin, bah, j'arrête pas de découper mes lignes », si tu découpes la ligne qui fonctionne le moins bien, forcément tu viens certes baisser ton risque théorique en tout cas et ta volatilité, mais aussi lisser ta performance. Donc c'est toujours la balance entre le risque et le rendement qu'il faut avoir en tête. Pour ça, on peut aussi remplir des Excel comme le Money Management File dédicace au Money Gamer. Maintenant, avant d'aller sur le niveau avancé, j'ai toujours la connerie. Tiens, pète la gueule. Avant que je te donne mes niveaux de prix et d'aller sur le niveau avancé de cette vidéo, pète la gueule du pouce. À quel moment tu pètes pas la... Là, je suis là, je parle depuis je ne sais combien de temps. Tu n'as toujours pas pété la gueule du pouce de façon impaire. Je te rappelle que ça aide la chaîne à être référencée. Ça aide la chaîne à être mise en avant. Ça aide la chaîne à générer plus de gens, plus d'amour, plus de commentaires, plus de haters, plus de tout en fait. Ok ? Et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Également, ça coûte rien de cliquer sur le bouton s'abonner. Ça ne coûte rien. Et après, hop, tu vois les vidéos qui pop. Hop, tu ne rates rien de quand on parlera de nos stratégies de sortie. Quand je te dirai dans la même vidéo, dans pas trop longtemps à mon avis, où je te dirai quelques semaines, quelques mois, je te dirai là ça pue, là je suis sorti, là j'ai pris mes profits, là j'ai tout découpé, ou là j'ai découpé une partie, etc. Bah, tu le rateras pas parce que tu seras abonné, tout simplement. Tu auras la petite notif, ou au moins si tu n'as pas la notif parce que tu n'as pas mis la cloche, bah, je serai en haut de la page d'accueil de YouTube et tu me diras putain Yann merci et mets le commentaire de référencement. Voilà, c'est la dernière fois que j'ai besoin hein, c'est bon. Les mauvais élèves là, j'en ai marre. Bon, objectif. Ah, hop, objectif. On dirait une ordonnance le bordel. Objectif sur ce run. Alors je vais te parler des objectifs Bitcoin. Pourquoi ? Bah parce que c'est quand même le benchmark. Et ensuite, je vais te dire un truc que je vais te dire avant de te le dire, c'est que, à mon avis, le gros du cycle se passera sur les alts. Là où on en est maintenant. C'est-à-dire que là, on arrive sur un moment où, en effet, Bitcoin a énormément augmenté. On a eu cette bataille des 100 000 qui, à mon avis, va sortir victorieuse. On va augmenter, on va aller plus haut, et je vais te parler de mon objectif. Mais je ne pense pas, au fond de moi, tout de suite, sauf changement incroyable, des États-Unis qui nous disent je vais acheter 10 millions de Bitcoin. Du coup, le Brésil dit ah bah moi aussi. Du coup, l'Angleterre dit bah moi et la France et l'Europe et tous les pays FOMO, tu vois, les uns après les autres. Et les banques centrales disent on va emprunter de l'argent, on va imprimer pour acheter des cryptos. Ou là, on aurait un FOMO carrément planétaire, la plus belle bulle spéculative du monde. Si ça se passe, ouh là là, on va se refaire une vidéo, toi et moi, et on mettra à jour les objectifs. Mais tant que ça ne se passe pas, tant qu'on est sur certaines petites déclarations de oui, on va faire une réserve stratégique, mais en fait, on va garder juste les bitcoins qu'on a saisis, etc. Et à mon avis, c'est beaucoup d'effets aussi politiques, et c'est beaucoup d'effets de manche pour être élu, et puis ensuite pour être aimé des gens, etc. Mais je pense pas que les pays vont FOMO, je pense pas que les banques centrales vont FOMO. Si vraiment ça se passe, ouh là là, on va rajouter un zéro à nos objectifs, mais pour l'instant, c'est pas du tout ma thèse privilégiée. Ma thèse privilégiée, c'est que le bull run, à ce stade-là, va être bientôt un bull run d'alt. Je pense que les alts ont énormément de potentiel parce qu'il y a eu beaucoup d'argent déversé dans le Bitcoin. Et même si les instituts et les gros fonds vont rester sur les majeurs, il est très possible qu'on voit du déversement dans les alts, notamment si on a des nouveaux ETF qui arrivent. Il y a des rumeurs, enfin en tout cas des dépôts sur Sol, sur XRP, etc. Donc il est très possible qu'il y ait des nouveaux ETF qui soient fuelés par les instituts et que la partie plus retail ou investissement un petit peu plus liquide comme les fonds de pension, enfin pas les fonds de pension, les fonds spéculatifs type hedge fund, etc. ou family office, etc. qui ont plus les mains libres aillent sur les alts, et Madame Chombier et Jean-Kévin. Bref, je pense que le cycle va se faire beaucoup sur les alts, mais roulement de tambour, putain, tu l'auras mérité. Je pense que un bon objectif pour février/mars, pour moi, sur le Bitcoin, sera entre 130 et 140 000 $. J'aimerais le voir ici, voilà. J'aimerais le voir ici. Je vais même être un petit peu moins gourmand, et je vais mettre 125 à 140. Voilà, ce range-là.
avec un minimum à 125. J'aimerais vraiment le voir en minimum à 125. D'ici là, je pense que c'est tout à fait possible avec les cascades de liquidation, notamment les short squeeze, qui s'empilent au-dessus de 102, 103, 105, 106. Et il est très possible que si on les casse, ceux-là, on les casse vénère et qu'on fasse un jump 104, 105, 108, tu vois, qu'on fasse vraiment un beau jump qui nous permette d'arriver tout de suite rapidement vers les 110 et rassurer le marché sur la continuité de la hausse. En fait, cette zone de bataille là, des 97, 110, elle est relou. Si on arrive à s'en extirper assez vite, je pense que la zone des 125, 140 est tout à fait réaliste. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça, puisque je t'avoue que là, voilà, c'est là qu'à mon avis la performance se situe et les multiples se situent. On va aller maintenant sur le point de marché avancé pour les Money Gamers. Vous le retrouvez dans votre espace client Money Game pour ceux qui sont avec nous, pour ceux qui ne le sont pas. Tu as les infos autour de cette vidéo pour nous rejoindre dans Money Game, le programme de mentorat de Green Bull. Je suis avec toi pendant toute une année pour t'aider, pour t'accompagner, ainsi que tous mes associés et ainsi qu'un groupe de 3000 investisseurs. Tu as toutes les infos. Si t'es pas avec nous, si tu es avec nous, bah, on se retrouve tout de suite dans le point de marché avancé pour la partie mon portefeuille, mes réallocations, où est-ce qu'on en est maintenant sur le portefeuille basique, enfin global, général, et le portefeuille en retard. C'est parti, et sinon, ciao.